Salut à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Pour ce soir et dans la partie débat, je vous propose de parler justement de ce décret du président américain, le nouveau président américain Donald Trump. Donc on rappelle qu'une cour d'appel américaine a infligé un nouveau revers aujourd'hui à l'administration Trump, en même temps que des milliers de personnes ont manifesté hier contre le très controversé décret anti-immigration. Donc ça va être pour la partie débat, mais l'actualité, c'est aussi certainement l'Égypte où le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui le Premier ministre Cherif Esmaïl et le ministre de l'Électricité et l'énergie renouvelable Mohamed Chekr. Le porte-parole présidentiel, l'ambassadeur Ala Youssef, a déclaré que le docteur Mohamed Chekr a informé le président de l'évolution du travail dans les différents projets du secteur de l'électricité qui témoignent une réforme globale dans les nouvelles centrales qui sont nourries de gaz naturel, de charbon ou d'énergie renouvelable. Si on parle de l'actualité, donc justement avant de commencer la partie débat et nos reportages et rentrer certainement dans le vif du sujet de ce soir, là il faut rappeler que dans moins de 2 heures, l'Égypte affrontera le Cameroun dans la finale de la CAN. Certainement, on souhaite une très bonne chance à notre équipe nationale. Donc il faut rappeler que les fiches étaient aussi prestigieuses qu'inattendues. L'Égypte et le Cameroun, deux des nations les plus titrées du football africain, s'affrontent, comme je viens de vous le dire ce soir, avec à la clé un sacré continental. Certes, les favoris attendus du tournoi étaient plutôt la Côte d'Ivoire, tenante du titre, l'Algérie ou encore le Gabon, pays hôte, mais tous ont été sortis dès le premier tour. Le match aura lieu, comme je viens de vous le dire, dans moins de 2 heures. Ça va être à 9 heures, juste heure locale du Caire. Donc, retour à notre sujet. Et donc, avant de vous proposer plus de détails sur notre sujet et tout ce qui concerne ce décret du nouveau président américain, donc ce décret anti-immigration, là, je vous propose un commentaire sur l'actualité aussi en Libye, donc ou qui concerne surtout la Libye. Je rappelle donc que réunis à Malte vendredi 3 février pour un sommet informel largement consacré aux immigrations, ou plutôt aux migrations en Méditerranée, les dirigeants de l'Union européenne se sont fixés 10 priorités, principalement à l'encontre de la Libye, d'où partent 90% des migrants qui tentent de rejoindre l'Italie. Il s'agit de briser le modèle économique des passeurs, de sécuriser les frontières de ce pays ou encore d'assurer des conditions décentes aux migrants bloqués dans la région. Plus de 1300 migrants ont été secourus vendredi au large de la Libye. Je vous laisse avec les détails et ce commentaire signé d'Alia Karam. Les dirigeants européens réunis vendredi en sommet à Malte se sont engagés à aider la Libye à lutter contre les passeurs, gage essentiel selon eux pour faire face aux défis migratoires en Méditerranée en dépit des critiques de certaines ONG. La déclaration de Malte, publiée à la mi-journée, énumère 10 priorités destinées à briser le modèle économique des passeurs, à sécuriser les frontières du pays ou encore à assurer des conditions décentes aux migrants bloqués dans la région. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, l'avait affirmé avant le sommet, il est temps de fermer la route allant de la Libye à l'Italie. Beaucoup restent néanmoins sceptiques devant l'ampleur de la tâche dans un pays en proie au chaos depuis 2011 et où le gouvernement d'union nationale en place à Tripoli est loin de contrôler tout le territoire. Au moment même où se déroulait le sommet, plus d'1 millier de migrants ont d'ailleurs été sauvés au large de la Libye par 2 navires humanitaires qui ont décrit des situations de cauchemar en plein hiver. 10 mois après la quasi-fermeture de la route migratoire passant par la mer Égée, un nombre record de traversées a été enregistré via la Méditerranée centrale. Plus de 181 000 tentatives en 2016, dont 90% parties de Libye.
L'Union européenne va renforcer un programme de formation des gardes-côtes libéens qui agissent dans leurs eaux territoriales où ne peuvent entrer les opérations de sauvetage et de surveillance chapeautées par l'Union européenne dans l'espoir de limiter le nombre de personnes arrivant sur le territoire européen. Elle se fixe également pour objectif d'améliorer la situation économique des communautés locales en Libye et de coopérer avec le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU et l'Organisation internationale des migrations pour assurer de bonnes conditions d'accueil aux migrants, stopper et assister les volontaires dans un retour vers leur pays d'origine. Les dirigeants ont aussi exprimé leur soutien à l'Italie qui vient de s'engager à fournir des moyens financiers et matériels pour soutenir les initiatives libyennes, depuis un renforcement des gardes-côtes jusqu'à la mise en place de camps sous autorité du ministère de l'Intérieur libyen, desquels doivent être organisés le retour. L'Union européenne s'attelle à un difficile exercice d'équilibre sur la question migratoire, affirmant sa détermination d'agir dans le respect total des droits de l'homme, de la loi internationale et des valeurs européennes, au moment où elle se montre plutôt critique à l'égard de la politique migratoire prônée par le président américain Donald Trump, dont le c'est de planer au-dessus des dirigeants européens à Malte. Retour donc à notre sujet, et donc je vous rappelle que le décret anti-immigration ou immigration signé par le président américain Donald Trump a été bloqué par la justice. Désormais, toute personne munie d'un visa et venant d'un des 7 pays listés par Donald Trump peut entrer sur le territoire américain. Dalia Kalam. L'administration américaine a bloqué samedi l'application du décret migratoire du Donald Trump visant les ressortissants de 7 pays musulmans, appliquant une décision judiciaire qualifiée de ridicule par le président américain. Le juge de Seattle, James Robart, a émis vendredi soir une injonction temporaire valable sur l'ensemble du territoire américain le temps qu'une plainte déposée lundi par le ministre de la Justice de l'État de Washington soit examinée. Conséquence immédiate, l'administration américaine a été contrainte de réouvrir au moins temporairement les portes des États-Unis aux ressortissants des pays visés. L'opinion de ce soi-disant juge est ridicule et sera cassée, a prévenu le nouveau président américain dans une salve de tweets samedi matin. Quand un pays n'est plus en capacité de dire qui peut et qui ne peut pas entrer et sortir, surtout pour des raisons de sûreté et de sécurité, gros problème, a-t-il encore tweeté. Dans un troisième message sur le réseau social devenu son moyen de communication préférentiel, il a jugé intéressant que certains pays du Moyen-Orient soient d'accord avec son décret. Les conséquences de la décision du juge Robart se sont traduites samedi par un renversement des restrictions imposées par le décret. Le ministère de la Sécurité intérieure a affirmé qu'en accord avec la décision du juge, le ministère a suspendu toutes les actions qui mettent en œuvre le décret. La diplomatie américaine a de son côté annoncé être revenue sur la révocation de quelques 60 000 visas. Les vols à travers le monde en direction des États-Unis, à l'instar de ceux de la compagnie aérienne Qatar Airways, acceptaient de nouveau les ressortissants des 7 pays visés par le décret. En substance, la plainte déposée lundi par le ministre de la Justice de l'État de Washington, Bob Ferguson, estime que le décret va à l'encontre des droits constitutionnels des immigrés car il cible spécifiquement les musulmans. Le décret s'est traduit le week-end dernier par l'interpellation dans les aéroports de 109 personnes résidant légalement en Amérique selon la Maison Blanche, tandis que des centaines d'autres étaient empêchés d'embarquer à destination des États-Unis. La colère reste intacte à travers le monde, une semaine après la signature du décret, et plusieurs milliers de personnes manifestaient encore samedi à Londres.
Voilà, on parle justement de ce décret présidentiel du président américain Donald Trump et toute cette polémique autour justement de ce décret. Lorsqu'on parle de polémique, on parle plus ou moins du monde entier avec les manifestations qui ont eu lieu ici et là, et on parle de l'administration américaine. Donc là, je vous rappelle qu'hier et samedi, l'administration américaine a bloqué l'application d'un décret migratoire de Donald Trump visant les ressortissants de 7 pays musulmans, appliquant une décision judiciaire qualifiée de ridicule par le président américain. Donc on va essayer d'écouter un petit peu les analyses de nos invités sur ce décret, mais aussi sur la politique américaine en général. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Dr Mahmoud Sebed. Bonsoir Dr Mahmoud Sebed, vous êtes historien, vous êtes analyste politique, vous êtes le bienvenu, et Dr certainement Wael Fouad. Bonsoir Dr Wael Fouad, vous êtes journaliste, vous êtes aussi analyste politique. Donc je commence justement avec cette position de la justice américaine, si on peut dire, ou de la Cour qui a justement donné son avis permettant dorénavant à ces ressortissants des 7 pays musulmans concernés de rentrer sur le territoire américain. Ils ont essayé de le faire, et c'était plutôt une décision idéologique. Ça veut dire idéologique dans le sens qu'il est en train de donner ça, parce qu'il a fait ça comme promesse. En plus, il a certains conseillers qui sont qui viennent d'une extrême droite américaine, ce monsieur Steve Bannon, qui est son plus grand conseiller maintenant, qui exige tout ça. Alors dans un certain sens, c'est des décisions liées à une idéologie d'extrême droite. Il essaye de donner ça à l'extrême. En tous les cas, il a fait ses efforts. Mais en réalité, il a franchi les barrières pour la Constitution américaine. Et il ne peut pas vraiment la franchir. Après tout, les États-Unis, c'est un pays des lois. Et la loi même que
ceux qui ont passé cette loi pour arrêter son décret, on peut dire, ils l'ont arrêté maintenant, a été faite par un juge qui est un républicain, c'est pas un démocrate après tout. Alors déjà, il y a des constraints sur ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Alors jusqu'à maintenant, on va voir. Ils ont essayé de mettre ça à part légalement. Ils n'ont pas pu, ça a été refusé aujourd'hui. Alors déjà, et tout le monde, alors oui, c'est parce que les arguments qu'ils sont en train d'utiliser sont des arguments faux. Ils sont des arguments qui sont pleins de fautes. En plus, les arguments pour ne pas avoir des restrictions pareilles, c'est des arguments assez clairs. Lorsqu'on parle d'arguments, on parle aussi de logique. Lorsqu'on parle de logique, on peut aussi revenir à un petit peu remonter dans le temps. C'est pas peut-être la première fois pour les États-Unis de refuser l'entrée sur son territoire de ressortissants de certains pays. Voilà. Les arguments étaient différents alors, Dr. Welfare? En gros, à tout temps, il y a une certaine politique et une certaine stratégie et des lois qui doivent être promulguées ou bien qui doivent être appliquées. C'est-à-dire, on ne peut pas toujours comparer le temps et l'histoire, mais il faut examiner chaque cas par cas. Donc ici, ce n'est pas logique de refuser des 7 pays, des ressortissants de 7 pays, parce que c'est contre la loi même et ça a été contre la Constitution. C'est tout à fait bizarre et incompréhensible qu'un président renvoie ou bien refuse l'entrée sur le territoire américain. Oui, et puis la responsable de la justice aux États-Unis a été renvoyée parce qu'elle a refusé. Donc c'est une question très délicate et monsieur ne comprend pas encore tout à fait ce qu'il doit dire et ce qu'il ne doit pas dire. Très bien, je reviens à vous, Dr Mahmoud Sabet, avec la même question. Ce n'est peut-être pas la première fois dans l'histoire des États-Unis. Pour certains, oui, c'était choquant et on a cru vraiment que c'est comment est-ce qu'un président du pays dit le plus démocrate au monde ou qui chante la démocratie puisse justement sortir une telle loi ou un tel décret. Normalement, ce qu'ils font, c'est par exemple, s'ils sont dans un état de guerre avec un pays, les citoyens de ce pays sont interdits de rentrer chez eux. Oui, ça s'est fait plusieurs fois dans le passé. En plus, certains pays dont ils sont en mauvais termes, ils ne vont pas faire une déclaration pareille. Ce qu'ils vont faire, c'est nier les visas, ou plutôt donner certains visas, mais très peu. Et contrôler ça indirectement. Mais jamais avec des déclarations pareilles. Des déclarations même qui sont racistes, des déclarations qui disent que tous ceux qui par exemple, qui viennent d'une certaine religion sont plus ou moins interdits de rentrer aux États-Unis. On ne peut pas faire ça. Ça ne se fait pas, c'est contre la loi. Et même, c'est rien de nouveau. M. Thomas Jefferson, qui est un de ceux qui a écrit la Constitution, a même dit, en utilisant, parce qu'on a parlé à l'époque sur la religion, quelle sera la religion il a dit, il n'y a pas de religion, c'est un pays séculaire. Et la loi est gérée pour ceux qui sont chrétiens et ceux même qui sont musulmans qui viennent chez nous. Il a dit ça, il y a 200 ans, ça, c'est rien de nouveau. L'islam est là, c'est pas que... Voilà. Je voudrais ajouter deux choses. C'est que David Cameron a dit un jour, lorsque la sécurité de l'État anglais est en danger, personne ne me parle des droits de l'homme. Et de l'autre côté, il faut, en disant laïcité, la laïcité française diffère trop de la laïcité américaine. La laïcité... Dans quel sens? Oui, la laïcité française est prise chez les Américains comme athéisme, alors que la laïcité américaine, c'est la séparation même de l'État et de la religion avec tout le respect. Mais ça ne donne pas le sens de athée, comme en France. Très bien. Aujourd'hui, lorsqu'on parle justement de la réaction du président américain, voilà... Peut-être on a commencé à s'y habituer, ce n'était pas tout à fait choquant lorsqu'il précise que l'opinion de
ce soi-disant juge, je rappelle donc, je cite les déclarations de Donald Trump, est ridicule et sera cassé. Voilà. Est-ce que là, vous trouvez qu'il défie la loi? Oui. Non, c'est un défi à la loi et il peut même pas. Il a même insulté ce juge. On peut vraiment pas insulter un juge après tout. C'est un gardien de la loi. Et même on l'a répondu en lui disant c'est notre devoir de vous dire ce que c'est la loi. Et la loi exige que ce que vous avez fait est contraire à cette loi. Et il peut pas vraiment faire plus que ça. Il a été, je pense, plus ou moins arrêté. Là. On va voir, mais je pense que c'est fini. On va voir, mais justement, quel modèle donnent les États-Unis aujourd'hui au monde? C'est-à-dire les Américains qui sont, qui regardent leur président prendre de telles décisions, qu'ils soient avec ou contre la décision même, mais la manière avec laquelle on prend les décisions. Revenir par exemple à la Constitution, à écouter peut-être l'avis des, je ne sais pas comment dire, mais enfin de prendre des décisions unanimes et essayer de l'appliquer et de dire même qu'on voilà, la décision du juge va être cassée. Oui, le problème c'est que le juge a été préparé pour une telle décision, c'est-à-dire que l'arrivée même de Trump, ses déclarations au cours même de sa campagne électorale a fait signe aux gens autour de lui, ou bien ceux qui occupent encore des postes importants, que voilà quelle réaction va être prise vis-à-vis de ces décisions ou bien de ces déclarations. Ajoutons à cela aussi qu'une fois il a défié la loi, c'est pour dire que je voudrais changer la face même des États-Unis. L'arrivée même de Trump, c'est une arrivée inattendue par la majorité des gens et c'est une arrivée voulu aussi par ceux qui sont contre les républicains et contre le nouvel ordre appliqué par Clinton une fois si elle était arrivée au pouvoir. C'est-à-dire qu'il est là pour changer, pour fermer des pages des pratiques sexuelles interdites ou bien qui ne conviennent pas à la société. Il y a les pages aussi pour l'avortement, les pages contre les femmes un peu. Donc il est là pour dire que voilà, on va commencer une nouvelle ère, une nouvelle période, une nouvelle phase des États-Unis. On va reprendre un peu les valeurs de la religion chrétienne, il ne faut pas accepter ce qui est hors même de la loi. Est-ce que Donald Trump lui-même, est-ce qu'il donne l'exemple? À vrai dire, Donald Trump, je pense c'est comme une verre d'eau vide. Il est rempli par ceux qui sont autour de lui et il a ses propres opinions qui sont plutôt capitalistes, qui sont plutôt d'un homme d'affaires très réussi, un homme d'affaires qui se pense quelqu'un qui est un très bon, qui négocie des contrats. Alors, entre les contrats et les traités entre nations, pour lui, c'est plus ou moins la même chose. Alors là, on est en train de voir un peu son soutien et son noyau. C'est un noyau d'Américains qui l'ont plus ou moins voté pour lui, qui l'ont poussé au pouvoir. Et ce noyau, c'est beaucoup moins que la moitié de la population. Ça veut dire l'électorat qui l'a voté en position, c'est pas eux tous. On peut dire même, pour le moment, c'est le président le moins populaire qui s'est rentré pour ses premiers 3 semaines. Même pas ces 100 jours. Normalement, on regarde ça à partir de 100 jours. Les premiers 100 jours, il y a bien sûr quelque chose de différent, mais c'est le moins président populaire de l'histoire moderne américaine. Là, est-ce qu'on peut voir un compte-rendu des 100 premiers jours comme il est peut-être, comme est l'habitude? Ah oui, mais au cours de ces premiers jours, il a brûlé des lois, il a envoyé, il a annulé des postes, donc il a parlé aussi de l'ambassade juive à Jérusalem, si on va déplacer. Mais ça ne concerne pas trop les Américains en fait. Tout ce qui concerne la politique extérieure américaine, ça concerne peu les Américains, n'est-ce pas? Vous êtes exactement. Parce qu'en fait, on a nos propres intérêts et c'est loin un peu de ce qui se passe à l'extérieur. Aujourd'hui, si on parle
de la position des pays musulmans, des pays concernés, pas des pays seulement concernés, mais les pays musulmans en général, le Moyen-Orient. Le président Trump même a jugé intéressant que certains pays du Proche-Orient soient d'accord avec son décret. Oui, il y en a peut-être certains qui seront contents avec ce décret, parce que, après tout, les États-Unis ont pris très souvent les plus éduqués, les meilleurs des étudiants qui viennent des pays arabes et qui restent aux États-Unis et qui ne retournent pas à leur propre pays pour aider leur propre pays avec leur éducation américaine. Au lieu de ça, ils restent aux États-Unis et bien sûr, ils bénéficient des grands salaires, etc. Alors, c'est peut-être une des raisons. Il y a d'autres raisons en ça, je suis sûr. Mais je pense que c'est une des bonnes raisons, c'est ça quand même. Il y a beaucoup des meilleurs des pays arabes qui vont aux États-Unis pour finir les études et qui ne reviennent jamais. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'administration américaine, mais aussi des autres institutions américaines, c'est-à-dire pas seulement la justice et l'administration américaine représentée certainement dans la personne du nouveau président Donald Trump, mais les autres institutions américaines, voilà, on dit toujours que c'est un pays d'institutions, c'est-à-dire la politique américaine, certainement en ce qui concerne sa politique extérieure, ne change trop pas. Mais de quoi en ce qui concerne la politique intérieure? Est-ce qu'ils ont aussi des principes qu'ils ne changent pas? Est-ce qu'ils ont... Ou ça aussi, ça peut changer selon les intérêts, selon les périodes, et ainsi de suite. Ah oui, apparemment, la société américaine veut faire convaincre la société internationale que nous sommes les gardiens de la démocratie, de la liberté, mais au fond, on trouve des choses différentes. On dit toujours, est-ce qu'on a dû préparer des conquêtes contre l'Irak? Et puis on a dit, ah voilà, on n'a rien fait, on a eu tort. Est-ce qu'on peut imposer à l'Égypte un certain nombre de problèmes et brûler ou bien jouer sur l'économie? Puis a dit à la fin, oui, mais ça ne vaut pas la peine maintenant, on a perdu haleine et on ne peut pas continuer à parler comme ça. Donc les intérêts à l'intérieur s'imposent parce que c'est le problème d'ordre du jour du citoyen américain. Le chômage, l'assurance médicale, l'enseignement, tout cela se compte pour eux. Au cours de l'année 2000, il y a eu 38 millions de personnes américaines qui ont suivi leur enseignement jusqu'à l'enseignement supérieur, alors que la population américaine en ce temps-là tourne à peu près de 250 millions de personnes. Donc, il faut dire, ah voilà, vous en Égypte, vous n'avez pas beaucoup, vous ne donnez pas beaucoup d'intérêt à l'enseignement et vous êtes classé le 141 sur 142 pays. Et voilà, si on retourne à la page, et si on tourne, ou bien si on examine ce rapport, on va dire, ah voilà, la Somalie, il y a des problèmes, la Libye, il y a des problèmes, la Syrie aussi, il y a aussi le Yémen, donc on ne peut pas être classé dans 40 pays dans la liste des pays qui n'ont pas, qui n'accordent pas beaucoup d'intérêt à l'enseignement. Comment vous voyez ce point, docteur? Son politique intérieure ou politique extérieure? En ce qui concerne justement les précisions de docteur Fouad et qui concerne l'enseignement supérieur, ici, que l'Égypte soit classée, je sais pas, 148e. Oui, exactement. Mais si on vérifie le rapport lui-même, on va trouver c'est par rapport à qui exactement? Oui, ça a été la banque... Peut-être c'est une institution internationale qui a déclaré... Et quel lien justement avec... C'est-à-dire que je parle d'une manière que les États-Unis essayent de convaincre le peuple qu'elle a une certaine image, alors qu'au fond, on n'a pas la même image dont on parle. Très bien. Aujourd'hui, on voit les réactions dans le monde entier, c'est-à-dire de Londres à New York, à Berlin, à Paris même. On a vu les manifestations qui étaient contre justement ce décret anti-immigration. À quel point ces démocraties sont vraiment intéressées par ce qui se passe aux États-Unis? Est-ce que ça concerne les droits de l'homme en général
ou ça concerne aussi leur position eux-mêmes. Peut-être eux, ce sont les pays qui accueillent le plus de migrants. Est-ce que cela, c'est une question d'intérêt ou c'est une question, non, de défense des droits de l'homme? C'est plusieurs choses. C'est qu'il a fait des déclarations sur plusieurs sujets politiques, économiques, avec les relations entre les États-Unis et ses alliés. Quoi. Ses alliés, et actuellement, Trump est en train de changer le système d'alliance commerciale, économique, politique et militaire, qui est très important parce qu'il est en train de bousculer tout actuellement. Aujourd'hui, autant les pays de l'Occident, en dehors de l'Amérique, jusqu'à maintenant, ils savaient toujours que par accord, les États-Unis étaient toujours derrière eux. Aujourd'hui, ils sont en train de se regarder à eux-mêmes et aussi à regarder d'autres, pas partenaires potentiels, mais d'avoir d'autres liens en accord et alliances si il y a une manque d'Amérique, parce qu'il voit peut-être un système d'isoler les États-Unis, que peut-être M. Trump va suivre une politique d'isoler les États-Unis de beaucoup de ses responsabilités internationales. Et en ce sens, c'est en train de tout changer. Voilà, vis-à-vis de ses obligations internationales, mais là aussi de ses coalitions, parce qu'à chaque étape, à chaque décision importante, en ce qui concerne sa politique vis-à-vis du Proche-Orient, de l'Irak, on se souvient tous, les États-Unis avaient toujours besoin d'alliés, que ce soit dans la région ou au sein de l'Union européenne. Et là, l'Union européenne a vraiment toujours donné l'appui aux États-Unis, si on peut dire, par exemple, à titre d'exemple, face à la Russie, par exemple. Aujourd'hui, lorsqu'on voit justement cette alliance se briser petit à petit, on voit les réactions de ses alliés français. Je donne comme exemple ces déclarations du secrétaire d'État français chargé du commerce extérieur, Matthias Fekl, qui a estimé aujourd'hui que l'Union européenne devait sortir de sa servitude vis-à-vis des États-Unis. Et voilà, on commence à écouter ou à entendre des déclarations un petit peu inhabituelle de la part des alliés européens des États-Unis. Oui, juste après le Brexit, après la sortie de l'Angleterre de l'Union européenne, il y a une certaine différence, il y a une certaine nouvelle page qui va commencer entre même l'Angleterre, qui a eu comme colonie les États-Unis, et qui a répandu sa culture aux États-Unis. Et puis, les Américains ont commencé à renouveler la face même du monde. Pour les Européens, c'est les Européens, toujours, Hollande a dit, Monsieur Trump, s'il vous plaît, regardez à vos affaires, ne dites rien pour nous maintenant. Donc, la France et l'Allemagne, c'est un peu la même chose. Et sont deux grandes têtes au sein de l'Union européenne. Donc, aussi, l'Allemagne n'a pas prétendu dire grande chose pour Trump. Et on dit, ah, voilà, comme on doit attendre maintenant ce qui va se passer. On ne peut pas affirmer maintenant les positions très clairement, très nettes, que voilà, l'Amérique d'un côté et l'Union européenne d'un côté. Parce qu'en politique, les intérêts se réconcilient à la fin. Très bien, lorsque M. Fekl a parlé justement de la nécessité pour l'Union européenne de sortir de sa servitude vis-à-vis des États-Unis, c'était certainement en matière de mondialisation et d'appliquer certainement pleinement le principe de réciprocité dans ses relations économiques. Là, on rappelle que depuis son arrivée au pouvoir, Donald Trump semble vouloir mener une politique protectionniste, comme vous venez de le préciser, voire nationaliste, y compris au détriment de ses principaux partenaires dans l'Union européenne. Aujourd'hui, est-ce qu'aussi l'Union européenne attend, juste comme nous, pour voir comment est-ce que Donald Trump va traduire ses premiers pas ou ses déclarations? Est-ce qu'eux aussi, ils attendent comme nous? Ils ne vont pas attendre, ils vont faire des actions politiques, ils vont faire ce qu'ils peuvent faire pour se garder dans le sens économique. Ils ont peur d'un changement monétaire dans le sens de la monnaie. Et on peut même voir ça dans le sens économique et les déclarations économiques qui viennent des États-Unis sur
l'euro, le dollar, etc. Ils disent même des choses, des vraies bêtises, que c'est un grand complot, par exemple, un grand complot européen pour casser le dollar américain. Ils l'ont dit, ça qui est extraordinaire, et c'est même pas vrai. Alors oui, ils ne vont pas attendre. L'Europe va faire ce qu'elle doit faire, elle va réorganiser un peu son économie, sa politique, ses alliances, complètement. Les États-Unis seront toujours là dans un certain sens, mais quand même, ils seront beaucoup plus, moins reliants aux États-Unis. Voilà. Ils vont trouver autre chose dans ce sens. Ils ont les alternatives, certainement. Là, je rappelle que le secrétaire d'État français chargé du commerce extérieur a aussi souligné que l'imprévisibilité et l'impulsivité du nouveau président américain font peser de grands soucis ou incertitudes dans le monde entier. Là, on passe au dossier du nucléaire iranien et de nouvelles sanctions des États-Unis. Justement, pour vous rappeler de ce dossier, je vous propose, chers messieurs et vous, chers téléspectateurs, en commentaire sur le dossier. Là, je rappelle que quelques heures après l'annonce de nouvelles sanctions par les États-Unis contre le programme nucléaire iranien, on parle plus précisément de ce programme balistique de l'Iran. Téhéran a annoncé de nouvelles manœuvres militaires, y compris des exercices balistiques hier, le samedi 4 février, ce qui devrait accroître encore la tension ou les tensions entre les deux pays. Dalia Karam. L'Iran a effectué de nouveaux tests de missiles ce samedi. La veille, les États-Unis avaient pris des sanctions en réponse à un premier tir le 29 janvier. Les relations sont déjà houleuses entre l'Iran et les États-Unis 2 semaines après l'arrivée de Donald Trump à la présidence. Les deux États musclent leur dialogue sur fond de tests de missiles et de sanctions réciproques. Dernier épisode, en date, samedi, l'Iran a mené de nouveaux exercices militaires incluant notamment des tirs de missiles. L'objectif de ces manœuvres est de montrer la totale préparation à confronter les menaces et les sanctions humiliantes contre l'Iran, ont annoncé les gardiens de la révolution, l'armée d'élite iranienne en référence aux sanctions prises vendredi par l'administration Trump. Vendredi, les États-Unis ont imposé de nouvelles mesures à 25 personnes ou entités soupçonnées d'avoir apporté un soutien logistique ou matériel au programme de missiles balistiques de Téhéran. En réaction immédiate, l'Iran a joué la carte de la réciprocité et a lui aussi annoncé des sanctions visant des individus et des entreprises américaines soutenant des groupes terroristes. Ces sanctions interviennent après un premier test de missiles iranien le 29 janvier, un test qui avait provoqué la colère des États-Unis. Sur Twitter, Donald Trump a multiplié les déclarations belliqueuses. L'Iran joue avec le feu, il n'apprécie pas à quel point le président Obama était bienveillant pour eux, pas moi, assénait-il encore vendredi. Samedi, c'est le secrétaire américain à la Défense, James Mattis, alors en déplacement à Tokyo, qui passe la seconde lame. En ce qui concerne l'Iran, c'est le plus grand État soutenant le terrorisme au monde. La liste des missiles utilisés samedi par l'Iran montre qu'il s'agit d'engins de très courte portée de 75 km. L'Iran affirme par ailleurs disposer de différents types de missiles, y compris de longue portée de 2000 km. Les tensions entre l'Iran et les États-Unis de Trump ont commencé avec le décret du président américain interdisant l'entrée sur le territoire de ressortissants de ces pays à majorité musulmane, dont l'Iran. Une décision jugée insultante et honteuse par Téhéran. L'accord international sur le nucléaire iranien scellé en 2015 par Barack Obama n'est pour l'instant pas remis en question par Donald Trump. Voilà, en retour, donc, comme on vient de le rappeler, l'accord sur le nucléaire iranien a été scellé entre les États-Unis et l'Iran en 2015 et les choses étaient plus ou moins calmes jusqu'avant l'arrivée de Donald Trump et donc la tension ou les tensions remontaient justement avec ces déclarations ou cette décision de Donald Trump interdisant certainement l'entrée sur le territoire américain des ressortissants de cet pays, y compris certainement l'Iran. L'Iran n'a pas vraiment apprécié cette décision, l'a qualifiée d'honteuse et humiliante. Aujourd'hui, à quel point ces tensions peuvent mener la région et l'accord entre l'Iran et les États-Unis? Actuellement, c'est assez dangereux. Il y a un noyau axé, pas extrême droite, mais certainement de la droite, qui ne sont pas du tout contents avec l'accord avec l'Iran. Avec cet accord nucléaire avec l'Iran. Ils pensent que c'est trop cher pour les États-Unis et peut-être ils cherchent des prétextes pour casser
pas ces accords, mais au moins de renégocier ou de plus en moins d'intimider les Iraniens. Est-ce que vous trouvez que c'était l'une des raisons de cette décision américaine de Donald Trump, certainement? Pardon? C'était l'une des raisons de cette décision de Donald Trump, ce qui concerne cette décision qui concerne les ressortissants de 7 pays, y compris l'Iran? C'est certainement l'opinion du général Flynn, qui est actuellement un de ses, sur sa conseil de sécurité, c'est le plus grand de la conseil de sécurité, c'est certainement son opinion à lui. Il a dit ça à plusieurs reprises avant les élections qu'ils ont menées, M. Trump. Alors oui, c'est une réflexion d'un certain point de vue de la droite et aussi des éléments droitistes de l'armée quand même aussi. Pas tous, bien sûr, parce que après tout, c'est pas vraiment ça. Ils se mêlent pas dans la politique normalement, mais il y a ce danger, et c'est un danger. Et je pense que Trump peut-être va utiliser tout ça pour renégocier cette alliance, ou peut-être. En tous les cas, il faut quand même voir quelque chose que ces alliances avec l'Arabie Saoudite et Israël exigent, mais l'ont demandé de prendre une position beaucoup plus forte avec l'Iran. Alors il est un peu aussi quand même en train de répondre à ces alliances au Moyen-Orient. Une position plus forte vis-à-vis de l'Iran. L'Iran aussi n'est pas un pays facile, il ne s'incline pas facilement. Il a toujours gardé ses positions, son programme nucléaire, en défiant pas seulement les États-Unis, mais peut-être le monde entier, y compris les alliés des États-Unis, à savoir certainement l'Union européenne et ainsi de suite. Même les sanctions n'avaient pas une grande influence. Justement. Et là, on rappelle aussi que les États-Unis citaient régulièrement que l'Iran était parmi les grandes menaces pour leur sécurité nationale. Jusqu'où, justement, ces tensions peuvent aller? Je ne veux pas dire une troisième guerre mondiale, mais une troisième guerre froide peut-être. Et aussi de menaces continues, du gel, encore une fois, des ressources monétaires aux États-Unis. Il y a aussi l'interdiction des ressortissants iraniens aux États-Unis. Il y aura un certain nombre de mesures contre l'Iran concernant aussi l'économie iranienne. C'est-à-dire qu'on n'avance jamais. C'est-à-dire en ce qui concerne le dossier nucléaire iranien, on n'avance jamais. C'est-à-dire à chaque fois, on revient au même point ou on recule encore un peu davantage. À quel point justement ça peut affecter notre région, le Proche-Orient? Il faut quand même... Il y a certaines choses. Il y a certaines ambitions iraniennes de rentrer dans la région du monde arabe. Est-ce que c'est dans les intérêts des pays arabes que l'Iran fait ça? Et je dois dire que non, ce n'est pas dans l'intérêt de la plupart des pays arabes dans ce sens. En plus, il y a aussi la position russe en tout ça. Qu'est-ce que est l'opinion russe sur l'Iran dans le Moyen-Orient? Et après tout, les Russes sont les grands alliés de la Syrie. En plus, l'Iran est aussi une des grands alliés de la Syrie. Alors, on retourne toujours au régime de M. Bachar el-Assad. Est-ce que ça va survivre, M. Trump, ou pas? Est-ce que les Russes vont exiger... Alors, il y a certains points de référence et points de conflit en tout ça. Ce n'est pas aussi simple que tout ça. C'est assez quand même complexe. Est-ce que vous trouvez qu'on est aussi les relations amicales qui se sont nouées entre Trump et Poutine. Et aussi, Trump a justifié les actes, peut-être les actes mortuaires des Russes, et a dit que les Américains ont aussi commis des crimes militaires aussi. Donc il y a un certain discours entre les deux présidents, entre les deux pôles du monde entier, contre d'autres forces. Parce que je ne sais pas si M. Poutine est très heureux de l'avancement de l'Iran à un certain point. Si le Proche-Orient joue le rôle de spectateur, pas d'acteur, c'est-à-dire il subit enfin les décisions des grandes puissances, est-ce qu'aujourd'hui, en fin de compte, la politique de Donald Trump peut être au profit justement du Moyen-Orient? Si on regarde les choses à partir de ce point, l'Iran et ses menaces,
la Syrie qui, voilà... Certainement, le Moyen-Orient aura un avantage à cause des républicains plutôt que les démocrats. La politique qu'on a vue sous Obama et sous Mme Clinton a été catastrophique pour le Moyen-Orient vers la fin de la présidence de Obama. Alors, actuellement, est-ce que Trump sera mieux ou plutôt les républicains actuellement sous Trump sera mieux? Oui, dans un certain sens, oui. Il y aura certains avantages et ce sera une politique beaucoup mieux dans le sens certainement sécuritaire. Là, on parle de l'Iran, on parle de ce qui se passe au Moyen-Orient, qui a été négligé par la politique américaine vers la fin de la présidence de M. Obama. Et là, on vient voir un peu de la politique de M. Trump vis-à-vis le Moyen-Orient, c'est un peu une réaction à ça, à cette négligence. Est-ce que c'était une négligence intentionnelle? C'était voulu? Ah oui, intentionnelle, dans un certain sens. Les États-Unis voulaient se mettre en retrait du Moyen-Orient. C'était trop cher, etc. Mais ils ne savaient pas comment intégrer ça dans le sens politique et dans le sens aussi économique. Alors, tandis que, à ce moment-là, les républicains, oui, peut-être là, il y a pour eux, le potentiel du Moyen-Orient, le potentiel économique du Moyen-Orient, intégré dans le système mondial économique est très important. Et son potentiel est très important. Et dans ce sens, pour des gens comme Trump, qui est après tout un homme d'affaires à la fin de la journée, il y a certains avantages mutuels. Donald Trump qui revient sur ses déclarations parfois, comme aiment bien le préciser les analystes. Est-ce qu'on peut voir qu'il revient aussi sur cette décision concernant l'Iran? Non, pas la décision concernant l'Iran, mais qui refuse l'entrée sur le territoire américain de ressortissants de ce pays, juste pour c'était pour 3 mois peut-être. C'est possible, il ne faut pas être trop optimiste. Oui, il doit continuer sa confrontation avec la justice, si on peut dire. Oui, il va continuer son confrontement, il va réexaminer le sujet un peu, mais à la fin du compte, il va chercher ce qui est pour la sécurité même des États-Unis, qui est toujours avec la Constitution et le peuple américain qu'il a choisi. Et vous, docteur Saad? Oui, je suis d'accord avec le docteur Fouad là-dessus, dans ce sens. La politique de M. Trump est assez idéologue. Il y a une certaine idéologie, mais bizarrement avec une sorte de pragmatisme commercial. Alors, c'est bizarre comme Là, c'est bien de savoir qu'il y a enfin derrière une certaine idéologie. Mais ça, oui, mais voilà. c'est ça. Oui, certainement, il y a une idéologie. C'est un homme qui a réussi sa vie de toute façon en tant qu'homme d'affaires. De toute façon, il était toujours un gagnant. Oui. Voilà. Peut-être il sera aussi le gagnant dans cette Mais nouvelle au moins, il y aura une certaine politique vis-à-vis du Moyen-Orient spécialement, peut-être pas pour les autres régions. Vis-à-vis du Moyen-Orient, ils vont voir certainement les énormes avantages d'avoir des alliances avec les pays arabes, qui ont beaucoup plus à offrir dans le sens du potentiel économique que les autres au Moyen-Orient. Les intérêts avec le Moyen-Orient, est-ce que le Moyen-Orient est préparé? Non, c'est pas qu'il est préparé ou non, mais donc, est-ce qu'on peut mettre de côté la question palestinienne et le conflit israélo-palestinien lorsqu'on parle d'intérêt avec le Moyen-Orient? Non, ce n'est pas parce que c'était toujours le cœur du Moyen-Orient, la question palestinienne et les droits des Palestiniens. Exactement. En tant que président américain, il va changer le dossier un peu. On peut s'attendre à la fin de ce premier mandat un petit changement ou bien des changements. Aujourd'hui, encore 4 ans? Oui, mais il ne faut pas être... Parce qu'il ne faut pas être trop optimiste. Oui, pour le moment. Il faut s'attendre à quelque chose de bien pour la cause palestinienne, mais je ne pense pas que ça serait trop rapide. Voilà. On peut discuter à la fin de son premier mandat. C'est-à-dire que cette question va rester dans le gel, la situation dans les territoires palestiniens occupés? Lorsqu'on parle de gel, s'il n'y a pas d'avancée dans le processus de paix, dans les négociations, il y a par contre une avancée dans la politique israélienne de colonisation. Déjà,
déjà, M. Trump a rentré avec une certaine idée sur le Moyen-Orient. Et ça a l'air que ces idées, ces opinions ont changé un peu. Ils ont exigé avant les élections qu'ils allaient prendre l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Et c'était quelque chose qu'il allait faire dès le premier jour qu'il rentre en présidence. Actuellement, ils ont maintenant fait des déclarations que peut-être, après tout, ils ont besoin des études. Il y a des deux côtés, après tout, qu'ils ont besoin, qu'ils ont des avis à reprendre, des alliances sur les deux côtés. Alors là, oui, c'est pragmatique et intelligent quand même. On ne peut pas rentrer avec des déclarations. Pragmatique, intelligent, et ça laisse la porte ouverte. Non, mais je trouve que quand même, un des grands conseillers sur le Moyen-Orient pour M. Trump, c'est son beau-fils. Son beau-fils, c'est un zioniste, avoué. C'est pas que. Et en plus, américain, qui exige et qui veut qu'il y ait une paix au Moyen-Orient. Et c'est à ce moment-là qu'Israël aura une certaine pression sur eux par leurs propres gens aux États-Unis. Et c'est un peu, on attend un peu ce moment. On attend, de toute façon, on attend, voilà, justement, et on termine justement avec ce mot, avec l'attente. Je vous remercie infiniment, Dr Mahmoud Saïed, vous êtes historien. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci de vos précisions. Merci aussi à vous, Dr Wael Fouad, vous êtes analyste politique. Merci aussi à vous, Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis ce soir. Excellent suite de programme national et international.